pense qu'on peut considérer le temps politique comme une catégorie des multiples temps sociaux. Et en fait, on constate que depuis la fin du XIXe siècle, le temps n'est plus envisagé sous sa seule dimension cosmique et naturelle, mais le temps est conçu comme une construction sociale. Et donc, la sociologie observe la grande pluralité des temporalités, des rythmes sociaux, des rapports au temps dans la société. Les sociétés, les groupes humains apprivoisent le temps, apprivoisent les temporalités et se donnent un rythme, un tempo. Et donc la différenciation sociale, la division du travail dans les sociétés modernes a donné lieu à une grande variété de temporalités plus ou moins bien synchronisées, plus ou moins bien articulées, selon les périodes et selon les époques. On considère, sans trop m'attarder là-dessus, qu'une temporalité sociale, dans sa définition, est caractérisée par 4 éléments: des usages du temps chronologique, des représentations symboliques du temps physique, des pratiques temporelles, des rythmes collectifs, et puis enfin des horizons temporels, donc un certain rapport à l'avenir, au futur. Et la sociologie historique du temps a cherché donc à décrypter la production, l'émergence, les transformations des différents rapports au temps entretenus par les groupes humains au cours des siècles et aujourd'hui. On parle aussi donc de régime de temporalité pour saisir le modèle temporel sur lequel repose la coordination de tous les temps sociaux d'une société donnée. Et on considère aussi qu'après le remplacement, historiquement, après le remplacement des temporalités principalement religieuses, avant l'époque moderne, celle des églises, remplacée par celle de l'État d'une part, mais aussi du marché, de la production et du travail, entre le XVIIe et le XIXe siècle, on vivrait depuis une cinquantaine d'années, quelques décennies, donc une remise en cause des temps dominants du travail au profit de temporalités qu'on qualifie de postmodernes, plus éclatées, plus individuelles, reposant sur des revendications plus individualistes pour plus de temps libre ou plus de temps de loisirs. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on observe, on en reparlera sans doute, mais les phénomènes d'accélération, d'emballement, de crise du présentisme, etc. Et c'est pas un hasard si la sociologie, d'une manière générale, ou les sciences sociales même du temps, se développent juste au moment où le régime de temporalité de la modernité est en crise et commence à vaciller. Et le temps politique, donc pour revenir à votre question, le temps politique n'est donc qu'une catégorie des temporalités sociales que compose la société. Alors, le monde politique subit et décline les transformations du régime de temporalité que je viens d'évoquer, l'accélération, l'instabilité, l'urgence. Mais le processus de démocratisation, et ça c'est important, introduit aussi, dès le milieu du XIXe siècle, un nouveau rapport au temps politique. Ça, c'est une de nos thèses importantes. Un nouveau rapport au temps politique avec le développement de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement provisoire. Donc le principe démocratique, le gouvernement représentatif démocratique reposant sur des élections aurait sa temporalité propre et qui serait, on pourrait dire, consubstantiellement incertaine, indéterminée et d'une certaine manière accélérée. Le temps politique renverrait donc au rapport au temps spécifique que les acteurs du champ politique, les élus, mais aussi les fonctionnaires d'une certaine manière, partageraient dans le cadre démocratique qui est juridiquement défini par l'élection des dirigeants et le mandat provisoire. Le temps politique en démocratie, ce serait donc une certaine précarité temporaire des dirigeants et l'incertitude du pouvoir. Et c'est cette précarité, toute relative, bien sûr, entendons-nous bien, qui oriente, selon moi, l'essentiel du rapport au temps de tous les acteurs du champ politique. Et ce rapport singulier au temps du pouvoir dans nos démocraties est l'enjeu central de l'action publique, d'après moi, un des enjeux centraux de l'action publique, évidemment, parce que tous les acteurs en dépendent, qu'ils soient politiques ou administratifs. Au risque d'être un peu pragmatique, j'ai un peu de mal avec le distinguo entre le temps politique et le temps administratif, vu du fonctionnaire en tout cas, ne serait-ce que parce que l'un étant subordonné à l'autre, le fonctionnaire étant subordonné au politique, le temps, la temporalité, le sentiment d'urgence, la nécessité de réagir vite, etc., n'est pas l'apanage des politiques et irrigue l'administration, ne serait-ce que parce qu'elle essaye de faire ce qu'on lui demande, généralement. Bon.
Et puis il y a une autre dimension qui me gêne un peu dans ce distinguo, ce serait l'idée selon laquelle les politiques seraient en quelque sorte des court-termistes obsessionnels, incapables ou en incapacité, peut-être contre leur gré d'ailleurs, de penser autre chose que l'immédiateté, bref, de traiter les sujets avec une dimension de moyen et de long terme, de penser le futur, etc. Et symétriquement, l'idée selon laquelle les fonctionnaires, eux, seraient des espèces de procrastinateurs professionnels, incapables de comprendre que le temps et les délais, en tout cas, sont une dimension essentielle de l'action publique, et que, par conséquent, il y aurait ces deux visions, et je les considère l'une et l'autre comme fausses. On y reviendra probablement, mais c'est ça qui me frappe le plus dans ce distinguo, c'est ces aspects implicites. Sinon, dans la vie quotidienne du fonctionnaire, on n'emploie pas les mêmes vocabulaires, mais la notion de délai est à peu près quotidienne, quelles que soient les circonstances, les fonctions et les événements. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas effectivement des travaux qui requièrent des années de mobilisation et d'investissement. Bien sûr que ça fait partie aussi de la vie administrative, mais il n'y a pas que ça. Et encore une fois, il n'y a pas le politique pressé et le fonctionnaire lent. Alors d'abord, je partage complètement le point de vue de M. Parent sur la grande fragilité de cette opposition un peu simplificatrice. Et de fait, les sciences sociales l'ont un petit peu entretenue, cette dichotomie, cette séparation. Alors, une partie des sciences sociales et puis le sens commun, peut-être l'espace médiatique également. On a longtemps opposé donc le temps administratif et le temps politique en réifiant un peu cette séparation qui est en fait très fragile entre l'administration et le politique, même s'il y a évidemment des fonctions différentes, il y a des corps différents, ce sont des acteurs différents, mais en fait les interactions sont très très nombreuses. On les a longtemps donc opposées. Opposer le personnel politique, les élus, les partis, les élections d'une part, et puis l'administration, les services, les fonctionnaires et les politiques publiques de l'autre. Ça a été d'ailleurs un des grands enjeux de la sociologie politique des années 90 que de remettre en cause cette opposition. Parce que la science elle-même avait séparé l'analyse de la politique, du politique, c'est-à-dire de la compétition électorale d'une part, et puis l'analyse des politiques publiques de l'autre, alors que non, tout est étroitement lié. Une partie de des sciences sociales ont d'une certaine manière réifié cette idée qu'on opposerait au temps court et incertain de la compétition électorale et des élus, qui sont toujours de passage, par définition. On opposerait le temps long, sécurisé, d'une administration continue, éternelle, etc. Ça, évidemment, c'est très simplificateur. Même si statutairement, encore une fois, élus et fonctionnaires n'entretiennent évidemment pas le même rapport au temps. Parce que cette opposition, évidemment, elle tient pas compte d'un certain nombre de porosités entre ces deux espaces. D'un côté, l'instabilité politique n'est pas généralisée. Les acteurs politiques luttent en permanence contre leur propre précarité, contre leur propre fragilité, et la professionnalisation politique atteste, malgré les alternances, d'une réelle capacité à réduire l'incertitude électorale pour un grand nombre d'acteurs politiques, qui sont donc souvent là de très longtemps à la direction d'un certain nombre de collectivités ou de services ou de ministères. Puis de l'autre côté, évidemment, l'administration subit elle aussi le modèle temporel démocratique, comme vous l'avez dit, son intermittence, ses interruptions, ses impromptus, ses accélérations, sans parler du spoil system, qui fait quand même varier une partie des élites de l'administration, des hauts fonctionnaires, avec les alternances politiques, et puis le recrutement contractuel qui aussi fragilise cette image d'un corps de fonctionnaires installés et sécurisés dans leur rapport au futur. Et tout ça nuance donc l'image de la stabilité administrative qui s'opposerait à la fragilité de la politique démocratique. L'interdépendance et les interactions donc, entre ces temporalités qui ne sont pas totalement distinctes, mais qui doivent quand même être prises en compte dans leurs différences. C'est cette interdépendance, ce sont ces interactions pour lesquelles c'est l'étude de ces interdépendances et de ces interactions pour lesquelles nous plaidons, pour saisir la grande complexité des imbrications entre actions publiques
et conduite des politiques publiques d'un côté, et puis compétition électorale et stabilisation de la classe politique de l'autre. Oui, les gouvernants sont de passage. Mais en démocratie, c'est plutôt sain, sinon pas d'alternance. Et d'autre part, même quand on constate a posteriori que tel ou tel ministre n'a duré que X mois, quand celui-ci est nommé, personne n'en sait rien, ni lui, ni quiconque. Et donc, il peut se dire, par une espèce d'effet de répétition, je suis très éphémère, mais en réalité, il peut aussi raisonner comme s'il avait plusieurs années devant lui, puisque par définition, l'histoire n'est pas écrite par avance. Donc le fait que les ministres soient de passage, c'est incontestable. Le fait que ça ait une influence déterminante sur leur manière de conduire l'action publique, je serais un peu plus dubitatif, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi des questions de tempérament, de caractère, d'histoire personnelle, d'expérience, qui font que tout ça se mêle pour faire un ensemble un peu complexe. Réciproquement, l'administration éternelle. L'administration éternelle, oui, mais les fonctionnaires ne sont pas éternels. Et c'est eux qui font l'administration. Et en particulier, les fonctionnaires avec lesquels le directeur, quand ils en ont le goût, ont plutôt tendance à travailler, c'est-à-dire les patrons des administrations et des ministères. Ils sont peut-être moins éphémères, si on regarde statistiquement la chronologie, que les ministères, mais ils ont quand même une caractéristique, en tout cas pour les postes de direction, c'est de pouvoir être remplacé tous les mercredis en Conseil des ministres sans que juridiquement on ait de formalités à accomplir et de justifications à donner. Alors je ne dis pas que les directeurs d'administration centrale, tous les mercredis matins, se réveillent en se disant « est-ce que je serai encore vivant administrativement demain matin ?» Bien sûr pas, mais c'est tout de même une dimension potentielle qui survient rarement, c'est vrai, mais qui survient quand même de temps en temps, ce qui fait que l'éternité de l'institution, oui, l'éternité des hommes qui la dirigent, l'institution, l'administration, non. Ce qui a pu évoluer, c'est la plus grande conscience au fur et à mesure qu'on se rapproche du politique, de la pression constante qu'il met sur les questions de délai et d'effectivité finalement des politiques publiques, ce qui est quand même assez légitime. On ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un en responsabilité gouvernementale se néglige complètement le point de savoir si les orientations qu'il essaie de conduire auront des effets demain, après-demain ou dans 10 ans. Donc tout ça est assez normal, et évidemment on le ressent davantage lorsqu'on est en contact et soumis aux instructions et aux exigences gouvernementales, encore une fois, légitimes. C'est moins vrai quand on est un peu plus dans les bureaux, dans les sous-pentes, dans les arcanes administratifs, ne serait-ce que parce qu'on est un peu protégé, si j'ose dire, par l'empilement hiérarchique qui caractérise nos administrations. Pour le reste, les grandes dimensions de délai qui sont celles de l'administration, on les connaît à tous les échelons, quelle que soit la responsabilité. Quand, dans une administration, vous avez une catastrophe informatique, un bug massif qui crée un désordre absolu, ça peut arriver, évidemment, tout le monde en compétence sur ces sujets est mobilisé avec une nécessité de réactivité quasi immédiate et une très grande conscience de l'urgence. Et quand une orientation politique claire est adoptée avec, comment dirais-je, un impératif catégorique d'aller le plus vite possible, là aussi, sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique, chacun, comment dirais-je, se comporte en fonction de ceci. Il y a quelques exemples récents. Enfin, les aides qui ont été attribuées par l'État, et en l'occurrence instrumentées en quelque sorte par les administrations de Bercy à l'époque du Covid, il était évident que c'était un enjeu national que d'aller le plus vite possible. Dans le passé, pour d'autres types d'aides, dans d'autres circonstances, il en fut de même. Et donc, du guichetier, terme un petit peu obsolète, heureusement d'ailleurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, de l'homme de base, de la femme de base, jusqu'au sommet d'une hiérarchie, dans ces circonstances-là, la notion de délai est consubstantielle à l'action publique, chacun pour sa sphère de responsabilité.
La question de l'accélération, c'est une question compliquée et qui nécessite beaucoup de prudence parce que donc, elle a été beaucoup développée par notamment un philosophe allemand, Hartmut Rosa, hein, qui a beaucoup publié sur ces questions. Globalement, la politique, de manière globale, subit un vaste processus, on pourrait qualifier de macro-social, d'accélération, qui saisit les sociétés postmodernes, liées principalement aux innovations technologiques, la vitesse, les instruments de déplacement, les instruments de communication, mais qui renvoie aussi à l'immédiateté communicationnelle, à la généralisation de ce qu'on appelle la société par projet, aux difficultés à se projeter sur le long terme. Donc il y a globalement un sentiment et puis une réalité tangible hein, de l'accélération dans nos sociétés postmodernes. À l'échelle plus micro-sociologique ou micro-sociale, et d'un point de vue peut-être plus historique, l'hypothèse d'un raccourcissement des mandats, l'hypothèse d'une multiplication des crises politiques, bref, d'une accélération spécifique au champ politique, ça, je pense que ça mérite vraiment d'être discuté, vérifié en tout cas par des enquêtes des terrains. Par ailleurs, l'accélération, elle touche, à mon avis, autant l'administration que les entreprises politiques, hein, les entrepreneurs qui se présentent aux élections. Elle touche l'ensemble des acteurs, l'ensemble des procédures, l'ensemble des instruments, l'ensemble des modes de fonctionnement. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'il y a une accélération du temps politique qui aurait des effets sur le temps administratif. Ceci dit, cette accélération généralisée, elle rend peut-être plus compliquée l'articulation, qui est consubstantiellement complexe, hein, entre le politique et l'administration, parce que quoi qu'il en soit, le rythme politique, comme on l'a déjà dit, le rythme politique s'impose à l'administration, parce que la légitimité du pouvoir démocratique tient précisément à cette instabilité, à cette précarité. Donc l'accélération sociétale a probablement des effets sur la difficulté probable à articuler les services et les entourages politiques qui cherchent soit à gérer des urgences, modifier l'agenda de l'action publique ou des programmes, ou voilà, répondre à une nouvelle injonction liée à l'approche de nouvelles échéances électorales, par exemple. Dans les, mettons, 25 dernières années, je n'ai pas forcément ressenti, à mon niveau, hein, je ne généralise pas, un phénomène d'accélération, parce que la vitesse était déjà acquise au XXe siècle, me paraissait déjà assez forte. Par exemple, pour sortir un peu du strict champ administratif, la loi de circonstance adoptée en pleine période d'émotion suite à tel ou tel phénomène, c'est pas un phénomène récent. Cette espèce de réactivité qui est quand même aussi portée par l'opinion. Hein. Il y a des causes à ces effets-là. Ce phénomène de loi de circonstance, ce que j'appelle loi de circonstance ou loi d'émotion, c'est pas complètement nouveau. De même, c'est une forme de manière de gérer le temps. La tendance que peuvent avoir certains responsables politiques à gérer les effets d'annonce, là aussi, c'est pas tellement nouveau, même si ça s'est peut-être un peu accentué. Quand je dis gérer les effets d'annonce, c'est-à-dire, comment dirais-je, adopter assez rapidement une communication très positive sur ce qu'on va voir, sur l'effet immédiat ou quasi immédiat de telle ou telle décision que l'on prend, alors que, et là c'est pas le temps administratif qui s'oppose à ça, c'est le temps du réel, c'est la réalité des faits, qui fait que dans un certain nombre de circonstances, le politique anticipe beaucoup sur la réalité. Cette espèce d'effet d'annonce, ce primat donné à l'annonce de quelque chose qui est supposé survenir dans un tel épreuve, ça c'est une forme de gestion de temps qui est dans la main des politiques, bien sûr, mais sous pression considérable. C'est quelque chose qui effectivement est assez présent, je trouve, chez certains ministres, pas chez tous, et qui est là aussi pas tout à fait nouveau. Il y a
des projets, des réformes, des évolutions qui requièrent un temps qui dépasse, on ne le sait pas au début, mais qui dépassera, on s'en aperçoit au fur et à mesure, le temps de la majorité du moment ou du ministre du moment, etc. Bon. Donc ça, le fait que l'administration, si j'ose dire, on l'a dit tout à l'heure, est en tant qu'institution éternelle, c'est plutôt un bon point. Parce que si il y avait personne pour à chaque fois réexpliquer ce qui a déjà été fait, le chemin qui a été parcouru, ce qui reste à faire, quitte à ce que les gouvernements du moment décident d'arrêter tout, d'infléchir ou de faire autre chose, ça, leur légitimité le permet à l'évidence. Mais l'administration a ce rôle, effectivement, pour le coup, d'assurer la jonction entre les gouvernants successifs, et ça contribue, encore une fois sans se substituer à eux, ça contribue à la possibilité de réaliser des réformes ou des projets qui prennent, c'est vrai, quelquefois des années et des années. Je cite volontiers le prélèvement à la source parce qu'il est encore relativement récent et peut-être vécu quotidiennement, si j'ose dire, par les contribuables, mais c'est typiquement un projet qui a été décidé par un président de la République, réalisé effectivement sous un autre, conduit à bien par deux ministres d'un certain gouvernement, puis ensuite finalisé et réalisé dans la réalité par un troisième d'un bord différent. Et dans l'intervalle, l'administration se contente d'expliquer ce qui reste à faire et à chaque fois, il faut décider stop ou encore. Heureusement qu'il y a une forme de continuité de l'État au-delà des gouvernants. L'administration assure la continuité sur des politiques publiques qui parfois sont dès l'origine programmées pour dépasser largement la durée d'un mandat, voire de 2, voire 3 mandats. Les politiques de grands équipements ferroviaires, les politiques énergétiques, le choix du nucléaire, tout ça en fait c'est des équipements à 20, 30 ans. Et là on est très au-delà d'une carrière politique ou des retombées soit positives, soit négatives pour les décideurs, les majorités en place et les échéances électorales. Après, la synchronisation, c'est le travail quotidien de l'administration et des équipes politiques, hein, de leur travail commun. Ce rapport à l'urgence médiatique et à l'instabilité politique fait partie de la contrainte administrative, hein, vous l'avez bien dit, et c'est totalement intégré. Il est difficile de faire sans, sauf, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure, à séparer de manière, je crois, très problématique l'administration de la représentation de la souveraineté populaire. Hein, dans un régime démocratique, c'est quand même la souveraineté qui doit avoir le dernier mot, en tout cas décider ou en tout cas sanctionner, valider, vérifier. Et donc on peut dire que politique et administrateurs passent beaucoup de temps en fait à trouver des compromis, les compromis nécessaires entre le court et le moyen terme de leurs contraintes respectives pour satisfaire le public, hein, d'une certaine manière, et satisfaire le public parfois malgré lui. Malgré lui sur le court terme, parce qu'on sait qu'un certain nombre de grands équipements sont nécessaires, ou en tout cas on fait l'objet d'un compromis à un moment donné, et comme nécessaire pour des temporalités plus longues. C'est donc tout l'enjeu du processus de mise à l'agenda public, hein, qui est un objet de la science politique très, très classique. Hein. On passe beaucoup de temps en science politique à analyser ces processus de mise à l'agenda, qui sont à la fois le produit des forces, des lobbies, des forces en présence qui essaient de défendre des intérêts, qui transforment ces intérêts en objectifs de politique publique et qui ensuite poussent et aident à la construction d'une politique, puis à sa mise en œuvre et son évaluation, etc. Et ça, en fait, c'est dans ce processus, dans cette fameuse séquence d'analyse des politiques publiques, hein, que le temps en fait, joue un rôle énorme, hein, avec en permanence des ajustements, permettant aussi de réintroduire, quand il le faut, des nécessités de l'urgence, des modifications liées à l'arrivée d'une nouvelle majorité ou de nouvelles forces politiques qui peuvent infléchir, modifier ou alors maintenir le projet, l'investissement déjà. Donc en fait, il ne faut encore une fois pas opposer, hein, opposer politique et administratif sur cette question, mais bien penser le travail intrinsèquement politique que partagent au quotidien les politiques et l'administration, qui relève d'un équilibre instable, chronophage, assez souvent insatisfaisant, parfois inefficace, parfois coûteux aussi, mais sans doute indépassable, parce que de toute façon, la contrainte de la temporalité démocratique, en fait, elle n'est pas... on ne peut pas la remettre en cause, sauf à recourir à une dérive autoritaire. Il y a quelque chose qui est relativement nouveau, entre guillemets, quand on se projette sur 50 ans. Hein.
C'est la pression invraisemblable que fait peser sur les politiques, en particulier, comment dirais-je, alors là pour le coup l'accélération, mais vous y avez fait allusion, des médias, les journaux en continu, les réseaux sociaux. Et ça, c'est un élément qui contribue à cette religion de l'instance, cette tyrannie du délai et de la réactivité. On ressent assez bien quand même que les gouvernances sont sous une pression invraisemblable de l'immédiateté. La temporalité habituelle, qui est la temporalité annuelle, car budgétaire, ou budgétaire donc annuelle, est une temporalité qui ne colle pas du tout avec le temps du management. Se donner de la visibilité pluriannuelle, à la fois sur ses moyens et sur ses objectifs, c'est évidemment extrêmement précieux. Toute chose qui n'existait absolument pas il y a 40 ou 50 ans. Donc, ce sont des évolutions positives. Dans les endroits où j'étais, on a plutôt été précurseurs sur ce champ-là. Pour ne citer qu'un exemple, c'est à la fin du siècle dernier que la Direction générale des impôts a signé son premier contrat d'objectifs et de moyens, qui était en même temps le premier contrat d'objectifs et de moyens de tout l'État. Donc j'ai plutôt traîné mes guêtres dans des administrations qui ont été plutôt à la pointe de tout ça, j'allais dire antelolfiem, pour jargonner épouvantablement. Et je trouve que ces évolutions sont parfois critiquées, le mérite sans doute, comme toute évolution, mais sous couvert d'une idée selon laquelle ce seraient des importations nauséabondes de pratiques du privé et qu'on aurait ainsi perverti le service public. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je veux dire. Lorsque vous parliez reporting, management, etc., lorsqu'on a créé, je prends un exemple pour être un peu plus concret, lorsqu'on a créé les premiers centres d'appel dans la sphère fiscale, il n'en existait quasiment pas d'ailleurs dans la sphère publique à l'époque, évidemment qu'on s'est soucié des délais de décrocher au téléphone, on s'est soucié de la qualité des réponses, on s'est soucié, il y a des outils qui existent pour gérer tout ça. Alors effectivement, les centres d'appel téléphoniques, il y en avait déjà des palanqués dans le privé, mais je veux dire, on peut contester l'idée qu'il faut des centres d'appel téléphoniques publics, ça c'est un débat, on peut dire, c'est pas comme ça qu'il faut s'organiser, mais dès lors qu'on met en place ce genre d'outils, il va de soi, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, qu'on les accompagne d'un certain nombre de dispositifs de reporting, de management, etc. Donc ça c'est une évolution positive, tout simplement parce que on ne se rappelle pas ce qu'était l'administration il y a 50 ans. On dit on a mis en clair des objectifs, on a fixé des repères, on a des indicateurs, on a tout ceci. Tout ça peut être critiqué, certains sont critiquables d'ailleurs, mais il n'empêche qu'avant, bien sûr qu'il y avait aussi des objectifs, simplement ils étaient obscurs, on jugeait les gens sur quoi? On leur disait pas explicitement ce qu'on attendait d'eux. Donc on est quand même passé d'une administration très procédurière, où c'était l'application de la norme, de la directive, ligne à ligne, de manière un peu mécanique, qui présente aussi des vertus, à une administration quand même un peu plus dynamique, dans laquelle on a des objectifs affichés, discutés, on va au résultat et on discute de tout ça. Donc une administration, si je devais caricaturer, moins militaro-hiérarchique et davantage, managériale. Et pour reprendre l'expression, la mention tout à l'heure des contrats d'objectifs et de moyens, ça change la vie d'une administration. D'abord parce que c'est de la visibilité. Cette notion d'objectif et donc de temporalité, à mon avis, est trop souvent absente de la législation ou de la réglementation. C'est-à-dire qu'on prend des dispositions, on ne dit pas précisément ce que l'on attend concrètement, et ensuite on ne va pas au résultat, puisqu'on n'a pas défini clairement les objectifs qu'on voulait atteindre. C'est pour ça que j'avais trouvé salubre comme initiative l'Observatoire des politiques publiques, qui présentait la caractéristique d'une part d'être territorialisé, parce qu'on peut avoir des politiques publiques qui ont un effet positif en Bretagne et puis qui tardent à produire ces effets au Pays Basque. Donc ça c'est plutôt intelligent, de montrer la diversité, en même temps la complexité des choses, qui parlait de choses concrètes
compréhensible par les citoyens, c'est-à-dire qu'on ne confondait pas les moyens et l'objectif, on parlait directement de l'objectif. Je ne sais pas, par exemple, quel exemple donner, combien de pistes cyclables construites dans l'année, ou combien d'aidants ayant reçu une aide pour... voilà, des choses comme ça, des choses concrètes. Et ensuite, avec un horizon de temps, ou un compteur en quelque sorte qui tourne, et qui fasse que chacun dans sa région puisse connaître les effets concrets que peuvent avoir, quitte à admettre que dans certains cas ça ne marche pas, évidemment. Quand on a des objectifs, on ne les atteint pas tous, ça serait trop facile. Donc tout ça, c'est des évolutions positives. Et encore une fois, au plan législatif, je trouve qu'on manque un petit peu de cet aspect des choses. Et d'ailleurs, quand on constate que sur certains champs de l'action publique, la loi est modifiée avec une fréquence élevée, on peut être quand même un petit peu perplexe sur l'idée d'évaluation, mais pour évaluer, il faut savoir ce qu'on voulait obtenir. Si on ne l'a pas dit au début, c'est quand même plus compliqué. C'est une bonne question parce que la question de l'absorption, hein, on pourrait même parler de digestion en fait, de cette importante littérature grise, de ces rapports, de ces documents d'évaluation auxquels peuvent être confrontés des élus qui en général, alors pour ce qui est des élus locaux que je connais le mieux, hein, les élus locaux en charge d'une délégation, enfin, d'une vice-présidence, donc qui mènent des politiques publiques, hein, qui conduisent des politiques publiques territoriales. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde un peu dans le détail hein, sur le travail quotidien du politique, le peu de temps disponible pour lire en fait, hein, pour lire des documents, pour absorber des connaissances. Et je pense que cette question de l'absorption des expertises administratives notamment, mais pas seulement, scientifiques aussi, enfin il y a très souvent sur les champs d'intervention de très importantes littératures à connaître, c'est un enjeu central du travail politique dans son ensemble. Et là je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette miracle ou de facilité pour permettre cette parfaite information des décideurs qui sont structurellement débordés, qui sont structurellement saturés de multiples activités, notamment qui apparaissent par leur mission de représentation, qui prime assez souvent sur le travail de fond, ce qu'on peut appeler le travail de dossier. Et je crois que les solutions, elles viennent généralement des entourages politiques, qui, il faut le rappeler, hein, sont essentiels dans la structuration des entreprises politiques, par le passé comme aujourd'hui, mais peut-être un peu plus fortement aujourd'hui. Et donc de l'accroissement, ça vient, en fait, ces solutions, elles viennent de l'accroissement de ce qu'on pourrait appeler la division du travail politique. C'est-à-dire qu'un élu, un leader, n'est qu'une partie de la machine politique. Et tout dépend des usages appropriés, des équipements techniques, hein. Il y a des outils, des instruments, de l'organisation précise et collective de l'agenda et de la répartition des tâches. Le travail politique repose sur des collectifs, repose sur des entourages qui sont nombreux, qui sont normalement compétents, qui sont généralement assez jeunes, assez dynamiques, et qui sont là pour prédigérer en fait, l'information, pour prédigérer la connaissance, le savoir, l'expertise, et le transmettre sous des formes généralement simplifiées, mais pas trop pour que ça reste crédible et que l'élu en ait une bonne connaissance. L'élu, le décideur, n'est donc que cette partie émergée de l'iceberg politique, on pourrait dire, caractérisée par quoi ? Par sa capacité à comprendre vite, à décrypter, à s'approprier rapidement des notions, à les digérer donc, à s'approprier un vocabulaire, à s'approprier des éléments de langage, les enjeux, les clivages, et à tout remettre en place pour pouvoir produire un discours. Et donc ensuite, participer à une délibération, rendre compte devant un public, bref, faire son travail de représentant ou de décideur, qui est souvent un peu confondu, hein, d'ailleurs, les deux rôles sont souvent assez proches. Le chef ou le directeur de cabinet a un rôle important là-dessus, hein, parce qu'il va passer un temps souvent important à traduire,
à transmettre les éléments saillants des dossiers, souvent dans des moments inattendus, dans la voiture, quelques minutes avant la prise de parole. Hein, et l'élu, en fait, c'est comme une sorte on parle d'animaux politiques, hein, c'est une bête de scène qui est capable, souvent de manière assez surprenante, hein, de retranscrire, de reprendre et de reprendre des éléments de langage liés à des expertises parfois très complexes, en quelques mots, et à en restituer la substantifique moelle, par exemple. L'administration, je pense donc qu'elle continue à jouer son rôle d'évaluateur et de producteur d'évaluation et d'expertise, et elle doit évidemment maîtriser l'art de la synthèse efficace, la note, innover aussi dans les mises en forme, les représentations, des outils, des graphiques, de l'infographie, hein, pour maximiser les chances de transmission des messages dans un temps limité. Hein. Mais ça, les chefs de service, les directeurs savent très bien qu'ils ont très peu de temps pour transmettre quelque chose de complexe à leur élu, à leur leader, pour faire passer une notion, un enjeu. Et voilà, donc c'est vraiment cette question de comment on fait passer les dossiers de fond dans une temporalité très très contrainte. Ce qui est frappant, en quelque sorte, les politiques ont-ils le temps, je simplifie, de travailler en gros, de travailler au sens prendre connaissance des éléments de décision, permettre d'approfondir tel ou tel point avant de décider. Bien sûr qu'ils ont le temps. Il suffit qu'ils s'organisent pour ce faire, qu'ils aient conscience de cette utilité-là et qu'ils arbitrent leur propre agenda au détriment, alors au profit de peut-être telle réflexion, etc. Donc cet équilibre, c'est à chacun de le trouver. Je vous assure qu'il y a des ministres qui approfondissent les sujets de manière tout à fait spectaculaire. La limite, c'est travailler les dossiers, comme vous dites, absorber un certain nombre de choses. Mais dans ma compréhension, le ministre n'a pas à devenir un technicien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une complémentarité entre l'administration et le ministre. Il y a des choses que seul le ministre peut faire, il y a des choses que seule l'administration peut faire. Et le but, c'est pas que chacun mélange les genres et que le ministre se prenne pour un directeur d'administration centrale. Et la symétrie est vraie. Les directeurs d'administration centrale à se prendre pour le ministre. Et donc, connaître ces dossiers, comprendre les tenants, les aboutissants, y injecter leur sens politique, ça, oui. Mais ils n'ont pas besoin, et même ça peut avoir des effets pervers s'ils tombent dans un degré de détail qui ne correspond pas à leur niveau de responsabilité. En fait, la réflexion sur la capacité des élus, du politique ou de l'administration à penser le futur, en fait, elle est assez vertigineuse, cette question, parce que elle appelle beaucoup d'autres questions, à mon avis. D'abord, est-ce que l'action publique est vraiment marquée par l'inertie ? Parce qu'il y avait cette idée, enfin, il y aurait cette idée que le présentéisme, ce serait l'inertie. Moi, je ne suis pas du tout certain. D'abord, par rapport à quelle période, de quoi on parle exactement. Cette inertie, elle est, à mon avis, discutable. Ensuite, plus qu'une question de rapport au temps, est-ce que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas surtout la crise de la complexité ? C'est comment administrer la complexité. La complexité dans un monde plus transparent, avec des citoyens donc, qui sont plus exigeants parce que le niveau d'éducation a monté, quoi qu'on en dise, dans un espace mondialisé, avec des technologies qui sont de plus en plus présentes. Bref, cette complexité, je pense que c'est un problème plus grave, plus saillant en tout cas, que celle du raccourcissement de la projection. Ensuite, à qui appartient-il de penser le futur ? Est-ce que ce sont aux politiques, enfin, est-ce que c'est aux politiques, à l'administration, aux experts, aux scientifiques, aux artistes, aux penseurs, aux philosophes, pourquoi pas à des assemblées citoyennes ? En fait, tout cela invite aussi à se questionner. Est-ce que c'est pas plus mal aussi d'ouvrir, en fait, d'abord, est-ce que le politique a un jour pensé le futur véritablement ? Il s'est surtout inspiré peut-être de penseurs qui avaient plus de temps, parce qu'en fait, il y a aussi une sorte de séparation des tâches et de division du travail. Enfin,
si on a séparé la religion, le politique, l'économique, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a une spécialisation qui invite, voilà, c'est peut-être aux philosophes à nous parler du futur. Et du coup, les politiques, il faut qu'ils trouvent le temps de lire les philosophes, ou en tout cas leur entourage le fasse, et qu'ils en parlent, et qu'il y ait aussi une communication avec l'administration là-dessus, que les administrateurs soient bien formés aussi, et qu'ils aient une importante culture générale aussi pour nourrir leur réflexion plus technique peut-être sur certains aspects. Bref, voilà. Et quelle place donnons-nous aussi aux élus politiques, à l'administration, dans la société de la connaissance, dans la société de l'information, dans la société de la globalisation, en fait, c'est peut-être à ça que renvoie votre question. Et puis, dernière réflexion, les questions aujourd'hui, les questions environnementales, de long terme, de très très long terme, relative à ce qu'on appelle l'habitabilité de la planète. Est-ce qu'elle ne recompose pas complètement en fait, ce rapport au temps et au futur des politiques et de l'administration? En fait, de quel futur parle-t-on? Et c'est là qu'on a vraiment immédiatement besoin de penseurs qui sont pas des politiques et qui sont probablement pas dans l'administration, mais qui nous amènent, qui nous apportent des réflexions sur l'avenir un peu plus denses. Pour prendre des décisions qui ont des effets lointains, il n'est peut-être pas mauvais d'avoir pensé le futur, mais enfin, on n'a pas besoin d'être un grand philosophe donc, quand même pour concevoir les choses. Or, prendre des décisions qui auront des effets lointains, là aussi, contrairement à ce qu'on dit quelquefois des gouvernants, Urbi et Orbi, je ne parle pas que de la France. C'est le cas. C'est le cas. On parlait de présentéisme, d'immédiateté, mais en réalité c'est les deux. C'est continuellement les deux. Il peut y avoir des tiraillements en termes de disponibilité du temps de cerveau ou du temps, y compris d'administration pour travailler, mais c'est en permanence les deux. Pour prendre un sujet hyper polémique, sur lequel on ne se prononcera évidemment pas sur le fond, les textes sur les retraites, c'est par définition quelque chose qui essaye d'infléchir le futur. Les effets immédiats sont très modestes, et en tout cas ce qui est attendu, c'est sur une période extrêmement longue. Alors l'écologie, bien entendu. Qu'est-ce qui est de plus long terme que les mesures qu'on essaye de prendre, ou qu'on devrait prendre pour en débattre, en matière de préservation d'espaces naturels, de couches d'ozone, de tout ce que vous... émissions de carbone. Qu'est-ce qui est de plus long terme que ça? Or, c'est au cœur des actions publiques, ou en tout cas des discours. Ça dépend des États, ça dépend des nations. Bon. Donc cette opposition entre cette préoccupation du présent et la capacité à anticiper un peu les choses et à prendre des décisions pénibles, difficiles, parce que prendre une décision dont les effets seront à long terme, c'est quelque chose qui nécessite quand même autre chose que d'avoir le nez rivé sur la prochaine élection quand même. Puisque par définition, c'est consacrer des moyens, des forces, de l'énergie, de la conviction à quelque chose dont l'électeur demain matin ne verra ni la couleur ni l'odeur. Mais il en aura peut-être, en revanche, des conséquences, parce que c'est des affectations de moyens qui ne seront pas attribuées à des choses qui pourraient avoir des effets de plus court terme. Donc c'est courageux. Alors après, le dosage, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais c'est, à mon avis, complètement erroné de considérer que les gouvernants, quels qu'ils soient à ce point obnubilés par le présent qu'ils soient incapables de faire quoi que ce soit sur le futur. C'est pas vrai. La sociologie du rapport au temps qu'on a proposé, qu'on a développé donc, avec quelques collègues, nous a conduit à observer le travail politique au quotidien. Donc c'était vraiment cette idée de s'attacher à la quotidienneté. Qu'est-ce que font les équipes politiques tous les jours, et dans le cours de la journée. Parce que la plupart des travaux en fait, ont une vision assez surplombante de tout ça, ou assez lointaine. Et la question de la quotidienneté, c'est vraiment très intéressant. C'est pas si facile que ça à objectiver, trouver des espaces, des outils, des traces en fait. Donc on a travaillé à partir des dispositifs techniques de gestion et d'optimisation des emplois du temps, que sont ce qu'on appelle les agendas électroniques, pour faire vite. Enfin, d'abord papier, puis électronique. Et en fait, on a très vite constaté que les entreprises politiques utilisent depuis très très longtemps. Il y a des agendas dans les archives, il y a
les archives sont pleines des agendas de nos ministres et de nos... Il y a même un fonds d'archives sur les agendas des ministres qui est très très riche. C'est du papier, évidemment, pour l'essentiel. Et donc, toutes les grandes entreprises individuelles et collectives de pouvoir utilisent les mêmes outils de management temporel, que ce soit les grands patrons, les dirigeants des grandes organisations, qu'elles soient publiques, un directeur d'un hôpital, un patron du CAC 40, tout ça. Donc des agendas électroniques partagés, synchronisés, embarqués sur des téléphones portables aujourd'hui, sur les smartphones, associés à de la téléphonie évidemment et à de la messagerie électronique, voire messagerie instantanée. Ces outils sont gérés par des entourages, sont des dispositifs assez complexes, c'est pas si simple et spontané, même s'il y a beaucoup d'ergonomie, ça s'est beaucoup amélioré. Ils occupent beaucoup de monde, ils prennent parfois beaucoup de temps pour les gérer. Il y a on observe dans toutes les entreprises politiques une réunion d'agenda qui a lieu généralement au début de semaine, souvent le lundi matin, qui prend beaucoup de temps pour hiérarchiser, décider ce qu'on va faire et qui va le faire. Tout ça, ça vise à quoi? À rationaliser, à maximiser ce qu'on pourrait appeler l'inscription de l'élu dans l'espace et le temps de son mandat, dans l'espace et le temps de sa délégation, de son programme d'action, tout en incorporant les accidents, les urgences, les crises, l'inattendu. Pour simplifier, l'étude, elle montre, on peut simplifier les résultats à quelques éléments. D'abord, la très grande imprévisibilité du temps politique. C'est-à-dire que bien qu'il passe un temps fou à planifier, en fait, c'est sans cesse bousculé, perturbé par l'imprévu. Donc, et ça, en fait, je trouve que on pourrait appeler, c'est quasiment une loi sociale. Le temps politique est imprévisible. Ensuite, la saturation de l'agenda du décideur ou de l'acteur politique qui incarne l'équipe politique, qui est l'élu en général. La grande porosité entre les sphères publiques et privées, entre les sphères politiques et administratives, partisanes et citoyennes, économiques, culturelles, etc. Bref, l'agenda ne gère que très approximativement, malgré bien que ce soit son objectif, il gère très approximativement ce qu'on appelle le travail de frontière. C'est un travail de délimitation qui permet de préserver un certain nombre de choses, de cloisonner des éléments c'est souvent hyper important, ce cloisonnement, et ça ne marche pas toujours. Mais peut-être l'apport le plus important de ce travail, de cette enquête, c'est l'objectivation de l'instrumentalisation de l'action publique, de la conception des politiques publiques jusqu'à leur mise en œuvre, par ou dans le travail quotidien de la mobilisation des clientèles électorales, en prévision des échéances électorales. Donc en gros, l'action publique est souvent instrumentalisée au profit de l'action électorale, ou plutôt au profit de la pérennisation de l'entreprise politique dans le temps des élections. Et on montre qu'en fait, c'est pas anormal. En fait, on pense que c'est un phénomène normal. En fait, que c'est même une norme, d'une certaine manière, de la vie démocratique, et que c'est pas dégradant pour l'action publique, et qu'en en fait, on peut certainement pas faire autrement. C'est lié au rapport au temps des acteurs politiques dont j'ai déjà parlé, régulièrement soumis à la sanction du suffrage universel. Et de ce point de vue, tous les temps, les rythmes de l'action publique peuvent servir l'objectif de ces entreprises politiques, un tant soit peu institutionnalisées, pour durer, pour se faire réélire, y compris d'ailleurs pour achever des politiques lancées lors d'un mandat précédent et qui n'ont pas été achevées dans le cours du mandat. Et ça, évidemment, c'est un jeu permanent entre la mobilisation des suffrages pour l'élection prochaine et le travail de bilan, le travail de bilan de mandat, le travail on fait savoir ce qu'on a fait et on fait savoir comment on s'est projeté sur un temps beaucoup plus long que son propre mandat pour en fait engager les électeurs à renouveler la confiance pour permettre l'achèvement du travail, quoi. Voilà, ça c'est une généralité qui nous semble assez... Enfin, c'est quelque chose d'assez stable. Et encore une fois, là je parle davantage pour les exécutifs locaux, même bien que je pense qu'on puisse extrapoler aussi au niveau des ministères. C'est effectivement à travers l'agenda que peut se mesurer le point de savoir si le dirigeant a choisi ou pas de se ménager du temps pour faire ceci ou cela. Après, les outils, ils existent. Beaucoup d'imprévus, ça c'est exact.
Ça ne rend pas vain le fait d'organiser son temps, bien entendu. Ça relativise un peu la pertinence des temps qu'on y passe pour les préparer, mais néanmoins c'est inévitable. Il y a d'ailleurs dans la vie des ministres une particularité s'agissant des imprévus, qui ne sont pas extérieurs toujours à la sphère publique, c'est qu'il y a au sein du gouvernement une hiérarchie quand même, hein, et que vous pouvez avoir prévu des choses très, très intéressantes, très utiles tel jour. Si ce même jour, le Premier ministre ou le Président de la République souhaite vous voir, ça passera avant ce que vous avez prévu. Ça fait partie des imprévus. En réalité, au-delà de la gestion des agendas et de leur saturation, ce qui frappe dans l'action politique, on va dire, dans la gouvernance, c'est, j'allais dire, l'hystérie. Disons, l'urgence qui s'attache à tout. Tout se fait en permanence dans l'urgence, y compris les choses les plus planifiables en théorie, les choses... Alors bien sûr qu'il y a des imprévus, bien sûr qu'il y a des impondérables, mais tout est cannibalisé par cette espèce d'hystérie du temps qui fait que vous avez beau avoir des palanquets de collaborateurs dans tous les bureaux qui vous entourent, les cabinets ministériels pléthoriques, tout ce que vous voudrez, tous les gens courent en permanence dans les couloirs, vous avez l'impression que l'action publique est une espèce de course à l'échalote permanente. Les agendas sont supposés réguler ça, mais bon, c'est par définition impossible et complètement imparfait. Et c'est peut-être ça qui frappe le plus, c'est dans l'organisation du travail gouvernemental, ou l'organisation d'un travail d'un ministre, je pense qu'il y a manière de travailler autrement que... Parce que si tout est urgent, rien ne l'est, ça chacun le sait. Donc autrement que dans cette espèce d'hystérie qui est accentuée par le fait que il y a aussi les rivalités entre ministres, les désaccords politiques, les amis qui ne veulent pas que du bien, et tout ça contribue à créer du brouillard dans le dispositif. Donc ça, c'est une donnée. Je pense qu'il y a des méthodes très simples qui permettent de mettre plus de liant dans tout ça, et au lieu d'avoir des chaînes montantes et descendantes, de travailler plus en cercle, de travailler plus en coopération, quitte à utiliser d'ailleurs des outils qui sont propices à ça. Bref, de partager davantage et d'être moins dans le combat quotidien. Le sentiment qu'il y a une très forte conscience de l'importance de l'action publique, une très forte conscience des attentes des concitoyens, ça c'est indubitable, c'est dans l'ADN. Et en même temps, il y a un contraste entre ces enjeux-là et la manière dont dans la quotidienneté ça fonctionne. C'est peut-être inévitable, je n'ai aucune recette miracle, mais c'est un peu paradoxal. Par définition, il y a des fonctions essentielles dans les cabinets ministériels. Qui est un directeur de cabinet, qui est un conseiller presse, on a dit le rôle des médias, donc c'est bien légitime, qui est un conseiller pour les affaires parlementaires, contact avec les élus nationaux, etc. C'est très bien, qui est un conseiller politique au sens noble du terme, là où on retrouve les questions stratégiques. Hein. Tout ça est bien et probablement incontournable. Là où la difficulté commence, c'est avec la pléthore de conseillers techniques. Donc il y a un problème, à mes yeux, mais encore une fois, je peux me tromper, de culture d'irresponsabilité, parce que quand vous avez des gens qui sont proches du ministre, qui ont l'oreille du ministre, ils sont là pour ça, et qui sont des points de passage obligés en fait, qui se mêlent de tout et qui, loin de s'occuper de questions stratégiques, s'occupent surtout de choses qui relèvent, dans une saine gestion des choses, plutôt de l'administration et pas du ministre, et qui se préoccupent d'ailleurs de sujets dont le ministre ignore même jusqu'à l'existence. Hein. Effectivement, on a une administration qui court le risque d'être attentiste. Il y a un phénomène quand même de risque d'irresponsabilité qui est réel. Dans les 20 dernières années, je ne crois pas qu'il y ait eu de Premier ministre qui n'ait pas publié une circulaire disant que les cabinets ministériels doivent être réduits en nombre, ne doivent pas s'occuper de ceci ou de cela, etc. Vox clamas in deserto, puisque tous les premiers ministres publient ce genre de choses et que ça n'a pas les effets escomptés. Et puis il y a eu une réforme qui a été tentée là, de réduire à 10 le nombre de
conseiller technique, enfin de membre de cabinet ministériel, et puis qui a tourné court, pour différentes raisons. Cela dit, la France a d'autres problèmes plus sérieux que cela, et on peut vivre encore avec les cabinets ministériels, heureusement, parce que je pense qu'ils ont une certaine pérennité devant elles. Sur ce que la sociologie des usages du temps, plutôt à un niveau micro-sociologique, nous apprend et ce qu'elle nous montre, et ça peut renvoyer à cette question en fait, des usages internes en fait, au sein des cabinets ministériels, mais aussi des pratiques que choisissent en fait, d'adopter des ministres ou les leaders politiques. Ce qu'on remarque, enfin, ce qu'on comprend en lisant les travaux, c'est combien les rapports au temps sont socialement déterminés, en fait. Et que, en fait, on n'est pas égaux, enfin, les acteurs du champ politique ne sont pas tous égaux devant la contrainte temporelle. Et qu'on pourrait parler même d'une sélection du personnel politique qui repose en partie, hein, et là je parle de sélection du personnel politique comme du personnel administratif, c'est les concours de la haute fonction publique, les écoles qui nécessitent, enfin, qui préparent aussi un certain apprentissage de la vitesse, un apprentissage de l'urgence, à l'incorporation des capacités d'anticipation, de la maîtrise des délais, de la question des échéances. Et donc, que ce rapport au temps, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain rapport au temps qu'entretient et auquel se forment les élites politiques et administratives, et qui sont souvent assez partagés. Un certain nombre d'entre eux ayant fait souvent les mêmes écoles, hein, pour le dire vite. Et ensuite, deuxième chose, les enquêtes montrent aussi que les politiques, et plus particulièrement les dirigeants, et là bien au-delà des dirigeants strictement politiques, savent utiliser le temps pour maintenir ce qu'on pourrait appeler des rapports de domination. Et que le temps est aussi un vrai outil pour entretenir des rapports de domination, y compris à l'intérieur des cabinets, ou avec les conseillers, etc. Et que être ponctuel, faire attendre ses collaborateurs dans un couloir, jouer la montre, subir ou imposer son agenda, font partie des compétences incorporées des femmes et des hommes de pouvoir, et là, que ce soit des élus ou des hauts fonctionnaires ou des administrateurs. Et que ce temps micro-social, hein, ça c'est vraiment le temps du quotidien, en fait il est aussi c'est vraiment un outil très important, et la capacité à subir ou à maîtriser ce temps-là est aussi déterminante dans nos organisations politico-administratives.